Christophe Midler. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Midler, professeur à l'École Polytechnique, centre de recherche en gestion. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, émérite. L'Odyssée de Spring, c'est l'ouvrage que vous publiez avec Marc Allochet et Christophe de Charentenay, qui est un ouvrage passionnant. J'ai coutume de dire le premier ouvrage du monde d'après, c'est-à-dire celui des économies administrées, voilà, autour de ce projet que vous qualifiez d'impossible, voilà. Oui. L'Odyssée de Spring. Un des éléments qui est passionnant, vous êtes professeur de management de projet, chercheur en management de projet très connu, ce qui est fascinant, c'est quand vous évoquez la question des alliances stratégiques et le choc des cultures. Parce que là, c'est au cœur même du projet, c'est dans les gènes du projet. Et évidemment, vous revisitez cette bonne vieille tradition qui est de dire que quand on veut mixer des cultures, quand on veut faire des fusions, des acquisitions, etc., ça se passe généralement pas bien. Exactement. Ça fait émerger quelques réflexions. C'est vrai que le titre « Un projet impossible », c'est aussi lié à ça. C'est quand même un projet qui a associé des Français, des Japonais, des Chinois et des Indiens, dans la mesure où la base roulante, je ne parle pas de la mécanique, mais juste la carrosserie, est extrapolée d'une voiture Lockheed qui a été conçue et industrialisée en Inde. Donc ça fait un mélange assez détonnant. Alors, quand on regarde la littérature sur le management de projet, le constat est simple, et j'allais dire on l'a vérifié, c'est que quand vous êtes dans une configuration interentreprise et multiculturelle, c'est compliqué. Voilà, ok. Ça, on est d'accord. Mais moi, ce que je voudrais faire, ce qu'on essaye de faire dans le bouquin, c'est de retourner un peu le problème. Ouais. C'est-à-dire, plutôt que de dire le contexte d'alliance, ça complexifie les projets, de dire quelque chose qui n'est pas tellement étudié dans la littérature, c'est en quoi le concept de projet peut permettre de trouver des solutions à des coopérations, des alliances entre entreprises à la fois compétitives et de cultures différentes. Parce que, je dirais, globalement, la littérature sur les alliances, elle montre que ce n'est pas de la tarte non plus de faire d'autres modèles, les modèles classiques où on fait des fusions-acquisitions, on fusionne des métiers, des fonctions, etc. Je dirais, le résultat est souvent pas bon. Je ne vais pas rentrer dans des exemples, mais on en connaît tous beaucoup. Ouais. Et l'idée qu'on développe là dans ce bouquin, c'est que la notion de projet commun, effectivement, c'est plus compliqué qu'un projet au sein d'une même entreprise, mais c'est une solution tout à fait efficace pour faire des réussites à plusieurs, et à plusieurs entre entreprises et à plusieurs entre cultures différentes. Avec quelques conditions et précautions d'usage quand même. Évidemment, mais je dirais pourquoi quels sont les atouts un peu génétiques du projet face au problème de l'alliance? Il y en a deux. Le premier, c'est que le projet crée une identité dont le principe de succès n'est pas lié au référentiel de valeur de l'une ou de l'autre entreprise, mais à un tiers qui est le client. Oui. Voilà, première chose. L'arbitre, ce n'est pas le patron de la R&D de Nissan ou de Renault ou de Dongfeng, c'est le client, en l'occurrence chinois, qui va apprécier. Donc c'est ça le juge de paix. Première chose, on a une extériorisation du principe de réussite, du critère de performance. La deuxième chose, c'est que c'est des coopérations à durée de vie limitée, à horizon limité. Donc on est sur un périmètre qui est à la fois plus petit que le périmètre des firmes et avec un horizon qui n'est pas la perpétuité de la vie des firmes. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver des arrangements, des compromis entre des gens qui sont en opposition d'habitude, sur des périmètres plus petits et sur des horizons limités. On pourra toujours se dire, ensuite on fera un autre projet et puis on changera de... Voilà, d'accord ? Donc je pense que ça, c'est deux atouts clés de la notion de projet comme, je dirais, véhicule de réussite de coopération. Ce qu'on n'a pas si on dit on va fusionner les deux ingénieries, etc. D'accord ? Alors, maintenant, effectivement, reste qu'il faut les réussir, ces projets. Et donc là, on développe sur l'exemple du projet KZ2, qui est le nom de code du projet Spring. C'est passionnant, hein. K, c'est pour Quid, et Z2, c'est pour Zoé. Z2, c'est la ligne, c'est la ligne Renault de véhicule électrique. Voilà. Et donc,
le projet... Bien l'alliance. Et le projet, je dirais, il permet d'expliciter des paramètres clés pour réussir ça. Alors, le premier, c'est le fait de construire un cadre institutionnel qui donne son autonomie de décision au projet. C'est-à-dire ne pas renvoyer toujours à des décisions dans les headquarters de Dongfeng, de Renault, de Nissan. Sans ça, on est foutu. Donc là, en l'occurrence, on a créé une structure qui s'appelle EGT, Electric Gold Triangle. C'est bien chinois, ça, hein, Electric Gold Triangle, qui était avec comme un conseil d'administration avec les trois représentants des trois grandes firmes. Hein. Puis ça remontait pas plus haut, je dirais. Ou disons, ça remontait, au contraire, s'il y avait un problème, on remontait tout de suite là et puis ça allait pas plus loin. Voilà. Donc première chose, un cadre institutionnel. Deuxième chose, évidemment, la constitution de l'équipe. Hein. Là, en l'occurrence, on était en Chine. Donc la majorité de l'équipe, c'était des ingénieurs et techniciens chinois. Hein. Sur 150 personnes dans l'équipe, il y en avait 135 qui étaient des Chinois. À la tête, il y avait, je dirais, une poignée d'expatriés de Renault, je dirais, qui importaient le processus et la culture de design to cost qui avait fait merveille sur Kwid et sur Logan, et quelques ingénieurs indiens qui venaient du projet Kwid Inde, hein, et qui ont, je dirais, fait capitaliser l'apprentissage de cette voiture. Donc, une équipe, évidemment, mixte, hein, voilà, avec quelques règles du jeu qui étaient vraiment très incarnées dans la figure de Gérard de Tourbet, qui était le patron, je dirais au moins le parrain de ce projet, qui était de dire soit vous jouez le jeu, soit vous partez. Donc effectivement, il y a eu pas mal. Il y a eu quelques départs, pas mal de Chinois qui étaient là, plus à cause de leur appartenance au PC que Chinois, voilà. Mais ça a été très vite réglé. Et puis ensuite, je dirais, le mode de travail de l'équipe, qui était très centré sur justement la résolution des problèmes, a fait que l'intégration par le faire a été très, très rapide. Et on a interviewé, par exemple, des Indiens qui étaient en situation hiérarchique sur des équipes d'une dizaine de Chinois. Et ils nous ont raconté que quand ils sont partis d'Inde, leurs collègues leur ont dit « T'es fou, ça le fait pas, hein, entre l'Inde et la Chine, ils s'aiment pas beaucoup. » Et en fait, ils nous ont dit, en fait, au bout de quelques semaines, c'était fini. Parce qu'ils voyaient qu'on était compétents sur notre domaine, et puis je dirais le travail, l'intégration par l'identité du projet a fait son œuvre. Et puis une question de gouvernance. Alors, dernier point, c'est la gouvernance. Troisième point, la gouvernance. Ouais. La gouvernance, quand, je dirais, il y a des grandes bifurcations, et on peut en donner trois des grandes bifurcations. Il y a eu d'abord la réunion initiale de lancement de l'avant-projet, avec, je dirais, une réunion qui était un peu compliquée, parce que chacune des trois entreprises, c'est-à-dire Renault, Nissan, un peu moins Nissan, mais disons Renault et Dongfeng arrivaient avec des projets concurrents, hein, et qui n'étaient pas du tout de la même qualité, c'est très très clair. Et donc il a fallu là que Carlos Ghosn intervienne pour... il y a eu un petit moment de séance assez marrant qui est raconté dans le bouquin, où Carlos Ghosn a dit au patron de Dongfeng qu'est-ce que vous voulez pour que le projet KZ2 soit acceptable. L'autre a répondu 3 points. Il s'est retourné vers Gérard de Tourbet. Monsieur de Tourbet, qu'est-ce que vous pouvez faire pour satisfaire Dongfeng? Alors, de Tourbet a répondu. Et puis le patron de Dongfeng a dit, écoutez, on demande un quart d'heure. Ils se sont retirés un quart d'heure. Et puis, après un quart d'heure, ils ont dit, OK, on fonce. Voilà. Mais je dirais c'était sur le fil. Hein. Autre moment sur le fil, pendant l'industrialisation, l'usine chinoise, qui était une usine à l'origine un peu à la Zola, et donc a été énormément reconstruite, retravaillée, reformée, etc., a dit j'arrête de réserver mes lignes à la préparation parce que j'ai plein de commandes par ailleurs. Voilà. Donc sacrifier finalement la montée en cadence et la qualité sur le nouveau produit par rapport à faire du chiffre
sur des voitures chinoises. Voilà. Donc là, il a fallu l'intervention du PDG de Dongfeng pour aligner l'usine sur le projet. Et le dernier moment, lui, alors beaucoup plus grave, c'est au moment de la commercialisation. Donc on est en janvier 2020. Je rappelle que le siège du projet KZ2, c'était Wuhan. Janvier 2020, Wuhan. Mauvaise pioche. Donc on a à la fois le Covid, on a à la fois, ça vous allez le voir en lisant, la Chine qui change de normes, et puis le fait que les réseaux de communication, de diffusion qui étaient prévus, je dirais, traînent les pieds. Hein. Et face à ça, eh bien, il aurait fallu, je dirais, une gouvernance musclée pour sauter l'obstacle. Hein. Or, peu de temps avant, il y avait eu l'affaire Carlos Ghosn, donc l'alliance entre Renault et Nissan pataugeait dans des choses qui étaient bien loin de ce petit projet bizarre KZ2. Hein. Dongfeng, je dirais, bon, il avait probablement d'autres fers au feu. Dongfeng, c'est une grosse boîte, mais qui travaille avec toutes les entreprises et qui a toujours plein de fers au feu. Et donc, les décisions n'ont pas été prises en Chine. Et par contre, la structure EGT, ce qu'elle pouvait faire, c'est pivoter très rapidement sur une commercialisation Europe et un re-engineering de la voiture pour l'adapter à l'Europe. Et ça, elle l'a fait. Mais l'idée de réinvestir sur un lancement chinois beaucoup plus développé, etc., là, il n'y avait plus la gouvernance pour provoquer ça. C'est absolument passionnant, cette odyssée Spring, et on va chercher ensemble à réfléchir sur finalement, est-ce qu'on, face à l'incertitude radicale, puisque c'est bien à ça qu'on est confronté, est-ce que les projets lourds sont possibles ou finalement sont-ils impossibles, pour reprendre votre sous-titre. Merci Christophe Midler. Merci Jean-Philippe Denis.